Je suis née le 2 mai 1921 à Ivry-sur-Seine. Et la surprise de maman était d'avoir 2 filles. Nous étions donc 2 jumelles. Nous vivions chez mes grands-parents. Mon père et ma mère étaient chez mes grands-parents. Et on s'est retrouvés 8 dans un logement assez petit. Mes grands-parents ne travaillaient pas. Mon grand-père avait beaucoup de mal à trouver du travail parce que ça avait été un homme qui avait milité presque toute sa vie et qui, à ce moment-là, comme on disait à l'époque, il était marqué à l'encre rouge, il ne trouvait pas de travail. Il y avait des associations qui regroupaient les jeunes, entre autres la jeunesse catholique, les JOC, il y avait la jeunesse communiste, et à un moment, il y a eu aussi l'Union des jeunes filles de France qui regroupait les jeunes filles. On ne voulait pas que les jeunes filles se mélangent aux garçons. Et ces associations-là, ces jeunes associations, ont fait beaucoup pour le peuple espagnol. On a fait des quêtes dans les immeubles, il y avait des HLM à Ivry, et on a collecté des boîtes de lait, des vêtements qui partaient vers l'Espagne. Il y a vraiment eu des choses de faites où la jeunesse est vraiment sortie de sa coquille de faim, là c'est le moment de le dire. Je pense que c'était dans l'année 1938. Il y eut à Montrouge un grand rassemblement de toutes les jeunesses communistes de France. Nous, on avait eu l'idée de représenter le pavillon de l'Ours. Il y avait une fille et un garçon. Elle était en robe bleu pâle et lui, il avait une cotte d'ouvrier. Ils se sont mis debout et il tenait la faucille et le marteau. C'était moi et Jean, qui était mon fiancé à l'époque. On en avait les jambes qui tremblaient. Il ne fallait pas trop trembler parce que la voiture avançait et tout. C'est un de mes plus beaux souvenirs de jeunesse, ça. D'avoir fait ça, de représenter cette fille et ce garçon qui allait vers la vie, qui allait vers quelque chose de beau, et qu'alors les bruits de guerre arrivaient de plus en plus. Les Français, ils attendaient, ils avaient tellement été assommés par cette guerre éclair, de voir les Allemands arriver si facilement en France et si facilement jusqu'à Paris, ben les gens étaient amorphes. Alors ils cherchaient du ravitaillement, ils essayaient de planquer tout ce qu'ils pouvaient faire pour manger tout ça, parce qu'ils savaient très bien que ça n'allait pas être très drôle, l'occupation allemande, mais les gens étaient amorphes. On sentait bien que Pétain, il était vraiment avec les Allemands. Et ça a été une déception pour beaucoup, mais bon, cette emprise des Allemands sur cette zone occupée, le ravitaillement qui commençait à devenir difficile, les cartes d'alimentation, tout ça, ça a fait que, vraiment, les Français ont été comme des moutons, ils ont suivi, et puis il n'y avait pas grand-chose de fait. Bon, il y avait le couvre-feu, il y avait partout les fameux panneaux allemands blancs, marqués en gothique pour montrer les directions. Dans le centre d'Ivry, il y avait je ne sais combien de panneaux, marqué l'hôpital, le fort d'Ivry où ils étaient casernés, Paris, Vincennes et tout. Et un soir, avec trois garçons, puis on était 2 filles, on avait décidé, disons, on va changer les panneaux de direction. Voilà. Mais on ne savait pas que ça s'appelait de la résistance. On ne savait pas encore qu'on faisait de la résistance.
Sur ce, moi, je me suis mariée le 2 août 1941 avec Jean. Et il avait regroupé des jeunes et de temps en temps il les réunissait pour leur parler de ce qui se passait, qu'il fallait résister, qu'il fallait distribuer des tracts, qu'il fallait faire des choses comme ça. Et il y avait des jeunes qui avaient été arrêtés du fort d'Ivry et ils ont parlé et ils ont dit que c'était lui le chef. Alors, dans la nuit, on s'est mariés le 2 août 1941, un mois après, le 2 septembre 1941, à minuit, on frappait à la porte et il y avait 5 inspecteurs de police. Et il a eu 50 travaux forcés. À cette époque-là, j'étais chargée de trouver de l'argent pour aider tous ces gens qui étaient dans l'illégalité. C'était pas facile parce que demander de l'argent et dire pourquoi. Mais on était en 1943 déjà. Sur le front russe, ça allait mal. Et puis ça commençait, les Allemands ils commençaient à être drôlement bombardés chez eux et tout, on sentait que le vent tournait. Et puis un jour, on était un groupe, et puis il y a un copain qui me dit, dis donc, on a un camarade là, il est dans l'illégalité complète, et puis ce soir, il ne peut pas rentrer dans sa planque parce qu'hier, elle a été suivie. Donc, je dis oui. Bon, alors donc, ce camarade, il vient, je lui donne un trousseau de clés, il vient, je lui montre la maison, sa chambre et tout. Et puis un jour, il me dit, oh, je suis embêté, demain j'ai du matériel à livrer. Du matériel, c'était des journaux et des tracts. Ça pouvait être aussi des armes. Et puis un soir, je rentre de mon travail. Il avait forcément un trousseau de clés pour rentrer chez moi. Et il y avait 3 inspecteurs qui étaient assis à ma table de salle à manger et qui m'attendaient. D'ailleurs, il faut dire que presque tous ont été arrêtés par la police française. Les Allemands ont peu arrêté. Et c'était la police française qui remettait les cas intéressants pour les Allemands, qui leur remettait les gens qu'ils avaient arrêtés. J'étais arrivée à la gare de l'Est, et on était à peu près 70 femmes. Et dans ce coin de gare de l'Est, on montrait aux gens qu'on était prisonnières, comme ça, les gens ils tournaient la tête et regardaient ailleurs. Et on est arrivé à Sarrebruck, au camp de Sarrebruck. Le camp de Sarrebruck a été un camp de représailles. C'était un camp de représailles des prisonniers de guerre qui s'étaient battus 3-4 fois. Puis il y avait aussi des déportés, il y avait des résistants. Et quand on est rentré dans le camp, il y a une fille qui a dit « Oh, il y a une piscine ». La piscine, c'était un grand bassin, effectivement, comme une piscine. On voyait que l'eau était croupie et des pauvres gars qui, à coups de schlag et à coups de bout, tournaient tout autour à longueur de journée. Et puis ils avaient à manger, ils avaient de la soupe, mais on ne leur donnait jamais à boire. Et il y en a, ils étaient tellement à bout qu'ils se jetaient dans cette eau croupie et qui buvaient cette eau. Et la plupart, ils sont morts d'empoisonnement. Et puis on a dû rester 2-3 jours à Sarrebruck. Et là, après, c'était le wagon bestiaux. Alors le wagon bestiaux avec de la paille dedans et puis un grand tonneau dans le milieu là pour faire nos besoins. Et le voyage a duré 3 jours et demi. Inutile de vous dire, quand ils ont ouvert les portes à Ravensbrück, qu'on n'était pas bien à voir. Alors là, il y avait les SS, les chiens. Et ils nous ont fait mettre en rang 5 par 5, parce que là-bas c'était toujours 5 par 5. Et on est monté au camp qui était à peu près à 2 kilomètres à peu près. Et c'était en plein jour. Il y avait, quand on est arrivé, il y avait des belles villas le long de la route du camp, où habitaient les SS avec femmes et enfants. Et ils nous lançaient des pierres et ils nous crachaient dessus.
3 heures, une sonnerie, il fallait sortir, se mettre en rang, se mettre au garde à vous. Et j'ai compris les caisses, parce que les mortes de la nuit, il fallait les sortir. Parce qu'ils comptaient les vivantes et les mortes. Tant de femmes dans ce bloc, tant de femmes là, qu'elles soient allongées par terre ou qu'elles soient debout. Je ne suis pas restée très longtemps à Ravensbrück et je me dis toujours que s'il avait fallu que j'y reste longtemps, je ne sais pas si j'en serais revenue. Parce que c'était vraiment, vraiment dur. Et là, après on partait donc en commando. Le commando, on ne savait pas, c'était bon, c'était mauvais. Alors, wagon à Bessiaux, le même travail, à part que là, il y avait un SS et 2 femmes SS dans notre wagon. Alors, elles ont laissé les portes ouvertes. On traversait l'Allemagne et on voyait vraiment qu'il y avait eu des bombardements, que ça commençait à être esquinté. Mais on voyait par contre encore des usines qui faisaient le ciel tout rouge et qui travaillaient encore. Alors on se demandait pourquoi les Anglais ils venaient pas bombarder tout ça. On a été à l'appel et il y a le commandant du camp qui est arrivé, c'était début septembre. Et puis qui nous a vus, nous les Françaises, avec nos robes, là, comme ça. Ce commandant, on l'appelait Edmond, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être son prénom. C'est un homme qui avait été blessé. Et on suppose qu'il souffrait beaucoup et qu'il se droguait pour ne pas souffrir. Parce qu'il y a des moments, il était gentil, et il y a d'autres moments, il tombait sur nous avec la schlag et vas-y. Et avec son chien. Et alors là, il nous regarde, on lui dit que c'était des Françaises. Oh, mais les Françaises, il parlait le français. Alors il nous a dit moment, il est rentré dans son bureau, il est revenu, il avait une règle, et puis on était debout, bien sûr. Alors, vous voyez, avec la robe qui, moi, m'arrivait là, alors la baguette, il a mis la baguette, fallait que je fasse un ourlet là, parce que les Françaises, fallait qu'on voit leurs jambes. Alors ça, dans les camps de concentration, je ne sais pas s'il y a beaucoup de commandants de camp qui ont fait ça. Enfin, lui, c'était ça.